Au fil des années, nous avons parlé de la terre creuse du Monsterverse et des jungles de Jurassic World, mais rarement de ce qui pourrait venir d'au-delà des cieux. Quelles horreurs se cachent dans le froid vide de l'espace, attendant d'éliminer toute vie sur notre humble planète bleue? Eh bien, attendant sur la planète de la guerre de notre propre système solaire, des esprits infiniment supérieurs aux nôtres nous scrutent, complotant notre propre disparition, nous observant de leurs yeux envieux, convoitant les ressources mêmes que nous tenons pour acquises. Je parle bien sûr de la race martienne de la guerre des mondes, qui en 1898 est descendue pour exterminer toute vie sur la planète. Ils ont marqué l'humanité, figurant parmi les créatures les plus terrifiantes de la science-fiction. Et aujourd'hui, je veux plonger dans ce que sont exactement ces créatures et les machines de guerre qu'elles utilisent pour conquérir la Terre. Alors, réfugiez-vous dans votre bunker. Voici les terrifiants martiens du livre qui a tout changé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, surtout pour les 70% qui ne l'ont pas encore fait. Vite, les martiens arrivent. La guerre des mondes a une histoire riche avec de nombreuses adaptations. Vous avez peut-être commencé avec le film de 2005 avec Tom Cruise, ou même la comédie musicale de 1978 de Jeff Wayne. Mais comme il s'agit de la première vidéo sur le lore, nous allons remonter tout au début. Nous sommes en 1897. Dans une petite maison du Surrey, en Angleterre, Herbert George Wells publie en feuilleton dans le magazine Parsons La guerre des mondes, roman de science-fiction relatant a posteriori l'invasion martienne sur Terre par un narrateur anonyme. L'histoire commence lorsqu'un astronome remarque d'étranges éclairs sur Mars, suivi de l'atterrissage de plusieurs cylindres dans la campagne anglaise qui contenaient les terrifiants martiens. Les créatures, dotées d'une technologie avancée, déciment les colonies humaines, obligeant le narrateur à fuir et à voir la civilisation s'effondrer tout en cherchant sa femme. Le roman décrit en détail l'apparence de ces créatures, leurs machines de guerre, leurs tactiques, et il émet des hypothèses sur leurs intentions et leur technologie. Ils se sont écrasés sur Terre dans d'immenses projectiles métalliques, des cylindres propulsés par des canons depuis Mars comme un énorme fusil. Ils ont traversé l'espace, précédés d'une brume verte annonçant leur arrivée. Ils ont ralenti manuellement et atterri violemment, laissant de grands cratères. D'après les témoignages, la moitié du cylindre était enfouie dans le sable et la partie visible atteignait 30 yards de long, mais le diamètre total pouvait dépasser le double. Recouvert d'une épaisse croûte écailleuse de couleur boueuse due à l'entrée dans l'atmosphère, le couvercle s'est dévissé comme un bouchon de bouteille, et une fois tombé, il a révélé les habitants grotesques qui se trouvaient à l'intérieur. Les Martiens sont décrits comme de grandes créatures de la taille d'un ours, composées uniquement de cerveaux, avec une énorme tête bulbeuse de près de 4 pieds de large. Il a de grands yeux noirs sans paupières et une bouche en forme de V qui tremble et dégouline de salive. Ils se traînent en utilisant un réseau de tentacules semblables à des fouets qu'ils utilisent pour construire et manipuler des objets. Bien que leurs mouvements soient lents, car ils ne sont pas adaptés à la gravité plus forte de la Terre, un peu comme les pieuvres qui se déplacent sur la terre ferme. Ils communiquent par télépathie et signaux sonores limités. Ces monstres horribles sont bien loin des grenouilles que nous avons vues dans le film de 2005 et représentent un cauchemar bien plus grand. Mais la vue de ces bêtes est le moindre des soucis des Victoriens. De ce cylindre est sortie une forme bossue, comparée à celle d'un appareil photo, qui a projeté le rayon de chaleur qui allait apporter tant de calamités à l'humanité. L'arme la plus destructrice de l'arsenal martien. Elle est produite dans un cylindre depuis une chambre isolante, projetée via un miroir parabolique poli. Elle est décrite comme un rayon invisible pouvant instantanément brûler tout combustible, faire fondre le métal, vaporiser l'eau et enflammer son environnement. Quand elle est tirée, un éclair jaillit de la chambre et parfois une fumée verte apparaît, mais le rayon de chaleur reste invisible, rendant sa présence encore plus inquiétante. Tel un fantôme de feu, il a tout anéanti autour de lui, réduisant en quelques secondes la ville voisine en cendres. Alors que l'humanité se retire de la fosse, des bruits de martèlement et de construction résonnent dans le cylindre. Les Martiens sont à l'œuvre, construisant leur prochaine arme mortelle. Il s'agit de la machine de combat martienne. D'immenses tripodes d'une puissance terrifiante et d'un métal étincelant.
Mesurant environ 30 mètres de haut, il traverse le paysage sur 3 immenses jambes sans articulation qui se déplacent avec une grâce étrange pour une machine de cette taille. Au sommet se trouve une coque ou un corps métallique étincelant qui abrite le pilote martien. Les machines émettent un étrange cliquetis mécanique lorsqu'elles se déplacent et semblent avancer lourdement à travers le pays avec une précision inquiétante, enjambant collines et rivières, écrasant les pins sur leur passage. Sous les coques pendent de longs tentacules métalliques flexibles servant à saisir ou manipuler des objets dont le redoutable rayon ardent capable d'incinérer soldats, bâtiments et villes entières en un instant. Elle transportait également une nouvelle arme, quelque chose d'encore plus terrifiant. La fumée noire, un gaz chimique dense et sombre qui se répand sur le sol et enveloppe les villes ou les troupes, tuant presque instantanément tout ce qu'il touche. Déployée avec des bonbonnes, elle était mortelle sans direction particulière. Elle se répand simplement et atteint tous les refuges de l'humanité. Rien ne survivrait dans le sillage de la fumée noire. À l'arrière de la machine, un panier en treillis sert à collecter des spécimens humains sans défense pour des raisons glaçantes que j'expliquerai plus tard. Leur design élégant et surnaturel, ainsi que leur mobilité imparable, en font des symboles de pure domination technologique. Froid, efficace et totalement au-delà de la compréhension humaine. L'humanité venait de découvrir l'électricité, tandis que les Martiens créaient déjà des machines de métal capables de détruire des villes. Ils poussaient un cri mécanique pour communiquer avec les autres machines de combat et même intimider leur proie, c'est-à-dire nous. Grâce à ces machines de guerre, ils ont conquis la Grande-Bretagne. Mais contrairement à de nombreuses réinterprétations futures, ils n'avaient pas de bouclier d'énergie pour les protéger des tirs ennemis. L'une d'elles a été détruite par une batterie d'artillerie britannique qui a touché directement un des tripodes alors qu'il traversait la Tamise. Cependant, ce triomphe est de courte durée. Les autres machines répliquent aussitôt avec leurs rayons de chaleur, détruisant artilleurs et environs. D'autres furent détruites quand l'humanité lança sa propre arme, le Her Majesty's Ship Thunderchild, cuirassé britannique symbolisant la fierté et la puissance navale de l'Empire. Conçu pour l'éperonage et la guerre rapprochée, il participa à la bataille contre les machines de combat, protégeant les civils fuyant l'Angleterre vers la France par l'océan. Avec ses canons tonnants et ses moteurs rugissants, les canons déchirent l'un des tripodes avant que le navire n'éperonne directement un autre, le détruisant complètement, donnant aux spectateurs l'espoir que, peut-être, nous avons une chance. Cependant, les autres tripodes ripostent et tirent leurs rayons de chaleur sur le navire, faisant fondre son cœur de fer. Mais le Thunderchild emporte un troisième tripode et les deux sont détruits dans l'explosion. En sombrant dans la Manche, le dernier espoir de victoire de l'humanité disparaissait. La Grande-Bretagne était perdue et la prochaine étape de leur invasion pouvait commencer, menant à quelque chose d'inoubliablement troublant. En réalité, 2 autres machines étaient mentionnées dans le roman, dont la machine volante. Des témoins, dont le frère du narrateur, ont vu une étrange machine ailée traverser rapidement la ville et la campagne. Cependant, ces témoignages de seconde main fournissent peu de détails sur sa description. Cependant, il est clair que les Martiens expérimentent des moyens de traverser la Manche et de poursuivre leur invasion vers les pays voisins. Rappelez-vous, cela a eu lieu des années avant que les frères Wright ne fassent voler un avion, donc voir un grand objet métallique dans le ciel leur aurait été complètement inconnu. Mais peut-être la plus effrayante, c'est la machine de manipulation. La machine de manipulation martienne est une version plus petite et utilitaire des grandes machines de combat, conçues comme serviteurs mécaniques pour le travail, non la guerre. Wells l'a décrit comme une machine trapue d'aspect arachnéen, avançant sur 5 membres articulés dotés de longs appendices métalliques flexibles, capables de saisir et manipuler des objets avec précision. Les Martiens l'utilisent principalement pour construire, réparer et transporter des matériaux autour des camps, assembler leurs vastes tripodes et gérer les machines qui soutiennent l'invasion. Contrairement aux machines de guerre, elle est sans armes. Sa puissance réside dans sa dextérité et sa force, capable de soulever de lourdes charges ou de démanteler des structures humaines avec facilité. Par son efficacité froide, la machine de manutention incarne la maîtrise martienne de la vie mécanique, au service de maîtres libérés du besoin de main. Plus tard dans le roman, elles servent à récolter des humains dans le cadre du plan de terraformation visant à rendre la planète plus confortable pour les envahisseurs en répandant la mauvaise herbe rouge, une plante qui donnait à Mars sa couleur rouge.
Là où se propageait la mauvaise herbe rouge, les tentacules entraînaient humains et animaux vers le cylindre martien, récoltant leur sang et matière organique pour nourrir les envahisseurs extraterrestres. Des corps étaient dépouillés, leurs fluides vitaux servant sans doute à soutenir la physiologie des Martiens et à nourrir leur mauvaise herbe rouge en expansion. Arbres, cultures et cadavres étaient traités avec un même détachement mécanique, arrachés puis transportés vers des fosses ou machines, comme si la planète n'était qu'une ferme. Par leur efficacité implacable, les machines de manutention montraient l'horreur de l'invasion. Une civilisation réduite à du bétail, la Terre exploitée pour propager la flore extraterrestre et assurer leur survie. Malgré leurs machines géantes, leurs rayons dévastateurs et leur technologie supposée invincible, les Martiens furent vaincus d'une façon qu'aucune armée humaine n'aurait pu réaliser. Touchés par la vie microscopique terrestre, sans immunité, les envahisseurs tombèrent malades puis moururent tous. Leurs tripodes s'effondrèrent, les machines de manipulation furent abandonnées et la mauvaise herbe rouge, jadis florissante, se flétrit et noircit sans ces maîtres extraterrestres. La Terre qu'ils avaient terrorisée retrouva peu à peu le silence, laissant l'humanité stupéfaite et humble, consciente que la nature, même infime, avait triomphé là où armes et courage avaient échoué. Ce qu'il restait de la Grande-Bretagne tomba dans un silence étrange. La fumée et le feu de l'invasion s'étaient dissipés, laissant la campagne et les villes dans un silence lugubre. Les rues, autrefois envahies par la panique et les tripodes, étaient désormais désertes, couvertes de débris et de restes humains et martiens. Le vent murmurait entre les ruines, portant seulement la faible odeur amère de décomposition et de terre brûlée. Il n'y avait ni joie ni festivité après la défaite des Martiens, seulement un rappel froid et obsédant de la petitesse de l'humanité face à des puissances qui nous dépassent. Même avec la disparition des Martiens, l'humanité vit dans une crainte silencieuse, hantée par le souvenir de leur dévastation et la peur qu'un jour, une autre invasion puisse venir des étoiles. Chaque machine avait sa propre fonction, de la machine de guerre tripode à la machine de construction semblable à une araignée. Ils possédaient une technologie bien plus avancée que ce que les humains pouvaient imaginer. Mais cela ne signifiait pas qu'ils étaient invincibles. Le roman était une guerre d'usure. Les Martiens se distinguaient par leur adaptabilité, la précision du premier tir et leur mobilité, alors que l'artillerie britannique immobile devait ajuster sa portée. Cela a déclenché une course aux armements que les Martiens ont finalement remportée. Après la destruction des positions d'artillerie, les Britanniques se réfugièrent dans les forêts et les Martiens lâchèrent leur fumée noire. Les Britanniques se replièrent vers la mer, où la Thunderchild, leur machine de guerre, les attendait. Alors que les Martiens s'avancèrent dans l'eau, le navire frappa avec une précision parfaite, marquant une rare victoire 3-1 pour la Royal Navy. Les Martiens s'adaptèrent encore, inventant des machines volantes que les Britanniques ne pouvaient affronter. Mais vers le milieu du XXe siècle, tout cela était en fait devenu sans importance. Nos avions à réaction supersonique pouvaient détruire un tripode et tout dans un rayon de 8 km, d'une simple pression sur un bouton, autant de fois que nécessaire. Les Martiens non totalement immunisés auraient donc été anéantis. C'est pourquoi les interprétations futures ont introduit des boucliers pour les rendre presque impossibles à vaincre. Mais dans le contexte de l'esprit du 19e siècle, les machines de guerre martiennes étaient vraiment terrifiantes. Et elles laissent encore aujourd'hui une impression troublante chez les lecteurs. Si vous voulez que nous explorions les autres adaptations de la guerre des mondes et leurs machines de guerre, abonnez-vous et aimez cette vidéo, car cela nous indique ce que vous souhaitez voir davantage. Quel est votre film préféré de la guerre des mondes? Dites-le en commentaire. J'ai été Alistair et on se retrouve dans la prochaine vidéo, chers résidents.